Alors qu'on trouve que Fitch prévoit une croissance économique de 6% en Égypte, elle affirme en même temps la suprématie de l'économie égyptienne. D'autre part, Bloomberg a noté investir en Égypte, c'est l'un des meilleurs choix pour les investisseurs. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres égyptiens. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce sont que presque la grande ligne, ou les grandes lignes, parmi les grandes lignes dont on va discuter durant les prochaines minutes avec les analyses, les explications de notre de marque qui se trouve actuellement en United International, M. Nadim Samna. Monsieur Nadim Samna, je dois vous rappeler que c'est un expert dans le domaine des investissements, c'est un analyste économique. Et avant même de passer aux analyses, je dois vous rappeler que les autorités que pour l'Égypte est positif, en dépit des pertes de l'économie mondiale. Le ministre des Finances même toujours des rapports internationaux qui ont affiché un regard mondial très positif sur l'économie égyptienne. Par exemple, Moody's a maintenu la note de l'Égypte à B2 avec une perspective stable. On trouve que le ministre des Finances qu'on appelle d'application de l'économie verte, la vision de l'Égypte justement et Samna, M. Nadim. Vous avez suivi les rapports internationaux qui ont été publiés en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne, notamment dans le temps des désastres de ce coronavirus. Donc, pour commencer, l'Agence internationale de crédit Fitch Ratings a affirmé la suprématie de l'économie égyptienne en la comparant à beaucoup d'autres économies qui étaient classées l'année passée B+, par la dite agence. Donc, ma première question porte sur quelle est la signification et l'importance de cette note. On va dire que c'est bien que je suis d'accord. Une note de crédit. Cette note de crédit, une sorte de qualité de l'emprunteur. C'est une sorte de score que les notes les agences de notation. Et ça contribue au taux d'intérêt auquel les pays peuvent emprunter. Oui. Donc là, tous les pays empruntent sur les marchés nationaux et meilleurs et avec une perspective positive. Le taux d'intérêt à emprunter sera le taux d'intérêt. Voilà, donc ça permet de suivre le choix et le classement de l'Égypte, vu la capacité, d'après les analyses de l'agence, vu la capacité de l'économie égyptienne à rembourser ses dettes en devises étrangères, Fitch a estimé que l'économie égyptienne pourra être notée perspective future stable. Donc, d'après vous, encore une fois, quelle est l'importance de cette note optimiste sur le taux d'investissement en Égypte? Ça a beaucoup de conséquences en fait. Ces notations sont très suivies par beaucoup d'analystes, beaucoup d'investisseurs, de tous ceux qui travaillent dans la finance de manière générale. Et il y a, comme on l'a dit, l'Égypte aura économisé d'argent parce qu'elle pourra emprunter moins cher. Effectivement aussi, les investisseurs vont plutôt se tourner vers les pays qui ont une note de crédit meilleure parce que ça signifie qu'ils prennent moins de risques. Voilà, c'est les pays qui vont prendre moins de risques, qui ont un risque de faillite moins élevé.
Et bien sûr, plus les investisseurs augmentent, plus la note va s'améliorer parce que les capacités financières des pays s'améliorent également. Oui. Fitch a de même souligné dans son dernier rapport que le classement de l'Égypte a été fortement maintenu, ce grâce aux multiples réformes économiques et financières entreprises dans la dernière période, ainsi que grâce aux démarches égyptiennes visant à améliorer les opportunités d'investissement après la stabilité que l'économie égyptienne a connue. Donc ma question, à quel point vous considérez que ces réformes sont vraiment, donc à quel point, encore une fois, à quel point vous estimez que ces réformes sont considérées comme un vrai bloc contre les désastres venus, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, contre les chocs économiques ou le choc sanitaire qui a un impact bien sûr très décisif sur la performance économique. Donc, vous considérez, autrement parlant, est-ce que vous trouvez que de telles mesures de réforme, même si ces mesures peuvent être amères pour le peuple égyptien, mais en même temps, ils représentent ou même ces réformes ont rendu l'économie égyptienne plus résiliente, plus forte. Oui. Bien sûr. Si vous voulez, on serait dans tout un autre état si on n'avait pas entrepris ces réformes il y a déjà quelques années. Le point le plus important qui permet, on va dire, d'évaluer la capacité du pays à rembourser sa dette, c'est le surplus, ce qu'on appelle le surplus budgétaire primaire. C'est-à-dire que avant même de pouvoir rembourser les intérêts de la dette, l'Égypte arrive à faire un petit surplus d'environ 1,5% du PNB. Donc ça, ce surplus, ça permet de rembourser une partie de la dette. Ouais. Et à partir du moment où on arrive à faire un surplus, notre capacité à rembourser la dette augmente, forcément. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est vrai que c'est très positif le maintien de la note parce qu'il y a une très grande majorité de pays qui ont vu leur note se dégrader à cause, bien sûr, de la crise du Covid. Pourquoi? Parce que les pays ont emprunté massivement pour pouvoir soutenir leur économie. Donc le niveau de la dette a augmenté assez sensiblement, et donc leur capacité à rembourser cette dette a baissé. Ouais. L'Égypte, grâce aux réformes, grâce à la capacité on va dire, la résilience de l'économie égyptienne, grâce au maintien d'une croissance, c'est-à-dire créer une nouvelle richesse même pendant les temps les plus durs, grâce à tous ces éléments, l'Égypte a gardé cette force et a réussi à maintenir sa note avec une perspective stable. Ouais. Et en plus, avec, voilà, comme vous dites, là, l'agence Bloomberg, elle a annoncé voilà, des perspectives à 6% pour l'exercice fiscal prochain, 2021-2022. Le ministre il a annoncé que l'exercice 2021 va vraisemblablement terminer par une croissance de 3%, qui est très, très, très positif, comparé à beaucoup d'autres pays. Donc il y a tous ces éléments qui permettent d'avoir une économie forte. Encore une fois, j'aimerais bien sûr souligner cette petite note que vous venez de nous révéler. Le 3% a donc presque une prévision en ce qui concerne la croissance économique de l'Égypte, avec la fin de l'exercice financier en juin 2021. Et même, ce n'est pas seulement selon le ministère des Finances de l'Égypte, mais aussi d'après l'agence Fitch. Donc, en tant qu'un expert, comment vous évaluez de telles prévisions de croissance à côté d'autres indices concernant bien sûr les réserves égyptiennes en devises étrangères qui ont poursuivi leur hausse pour le 9e mois.
et ce en dépit des impacts de la coronavirus. Et d'après même les données de la Banque centrale d'Égypte, il y a une hausse de ces réserves pour ainsi s'élever à 40,201 milliards de dollars au mois de février dernier. Donc, j'aimerais bien sûr connaître votre explication, votre vision en ce qui concerne de tels indices pour les investisseurs, étrangers notamment. Alors, le premier point qui concerne le niveau des devises, donc c'est vrai que le niveau des devises de la Banque centrale a continué d'augmenter, légèrement, mais il a augmenté, parce que l'économie égyptienne, elle arrive ici à, on va dire, à passer dans la crise sans trop de heurts. C'est-à-dire que il y a des secteurs qui sont rapporteurs de devises, mais qui ont été assez malmenés, comme le tourisme, bien sûr, mais ça a été compensé par l'arrivée on va dire, le transfert d'argent des Égyptiens qui habitent à l'étranger. Ça a été compensé aussi par la moindre dépendance vers les produits pétroliers. Et je crois que l'Égypte soit est devenue, ou elle va devenir en 2021, exportateur net de produits pétroliers. Et en tout cas, il y a aussi les exportations n'ont pas été complètement heurtées par la pandémie. Donc il y a plein de facteurs qui ont permis quand même de maintenir une balance de paiement en devises, on va dire, pas mauvaise. On va dire, mais dans un meilleur état que dans d'autres pays. Ouais. Après, il y a des facteurs qui ont besoin de plusieurs années pour être expliqués. Ce qui s'est passé, voilà, par exemple, on s'attendait à une baisse des transferts d'argent des Égyptiens habitant à l'étranger, mais comme il y a plein de raisons qui peuvent intervenir dans ce montant, Ouais. comme voilà, on ne saurait pas, est-ce que l'augmentation du montant, c'est à cause des travailleurs qui sont revenus définitivement, ont emporté toutes leurs économies avec eux, ou alors il y a vraiment Oui, c'est un problème. C'est un problème. Ils n'ont pas pu voyager, donc ils ont emprunté les voies officielles pour le frais de l'argent. Il y a plein de facteurs et on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Ouais. Vous avez bien sûr souligné un problème, c'est le retour des ouvriers, des travailleurs égyptiens qui ont bien sûr été à l'étranger, mais justement à cause des politiques dans le monde. Et ces travailleurs ont décidé de revenir en Égypte. Justement, même après ce grand taux de retour, on trouve que, même malgré la pandémie de coronavirus, on trouve que les taux de chômage ont chuté ici en Égypte après presque 3 mois de cette crise de coronavirus. J'aimerais bien savoir votre opinion en ce qui concerne cet indice. Et avant ça, il y a d'autres indices très importants, ou d'autres notes même. Le Fonds monétaire international avait loué les succès qui ont été réalisés par les réformes économiques égyptiennes, ce qui lui a permis d'affronter les effets du Covid-19. En même temps, on trouve que Bloomberg a noté: investir en Égypte, c'est l'un des meilleurs choix pour les investisseurs. Selon les explications de cette institution financière américaine, le rendement alléchant, la stabilité de la monnaie égyptienne en fait de l'investissement dans les instruments de la dette égyptienne l'un des meilleurs choix pour les investisseurs étrangers souhaitant opérer sur les marchés émergents. Donc, toujours il y a des indices et j'attends bien sûr votre explication en temps ou du point de vue d'un expert qui a la main dans les affaires des investissements, non seulement en Égypte, mais aussi au niveau régional. Alors, vous avez évoqué voilà,
l'indice de chômage et ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. Donc tout d'abord sur le point du chômage, vous savez, ça c'est un indice qui permet de connaître le dynamisme de l'économie. Dans la pays de l'argent, cet indice est un peu biaisé parce que pendant la crise, il y a quand même eu beaucoup on va dire de travailleurs étrangers qui sont partis. Hein. Les pays du Golfe ont perdu environ 4% de leur population. Ce sont des employés ou des travailleurs qui ont quitté la région à cause de la crise et à cause de la pandémie, qui ont préféré revenir dans leur pays d'origine. En Égypte, le taux de chômage s'est maintenu et est devenu stable parce que l'économie est restée aussi assez dynamique et a permis de générer des emplois malgré la crise parce que le gouvernement a fait le choix de ne pas fermer l'économie. Sur le point des taux d'intérêt réels, donc ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels, c'est l'écart entre les taux directeurs de la Banque centrale et l'inflation. Et pourquoi c'est important? Parce que les taux directeurs, c'est le niveau de rémunération des fonds qui sont déposés à la Banque centrale. Donc ça, c'est l'argent que les investisseurs peuvent récupérer. L'inflation, c'est l'accélération, le niveau avec lequel l'argent perd sa valeur. Voilà, c'est en gros, on a une inflation à 5%, comme en ce moment. Enfin, ce qui coûte aujourd'hui 10 livres va coûter demain, on va dire, 10 livres 50. Donc c'est cette accélération de la perte de la valeur de la monnaie. Donc si on a, comme en ce moment, une inflation plutôt à 5% et des taux directeurs, on va dire, autour de 8,5 ou 9%, on a un taux d'intérêt réel qui est autour de 3,5%. Lorsqu'on le compare avec on va dire, les taux d'intérêt réels dans la majorité des pays, en Europe, aux États-Unis, où on a des taux réels de quelques points, quelques centaines de points, et même ça devient négatif parce que, comme aux États-Unis, l'inflation a commencé à grimper, alors que les taux d'intérêt sont très très faibles. Je crois, oui, mais justement avant de vous donner le temps pour donner plus d'explications, Bloomberg a noté deux choses très importantes en ce qui concerne le taux directeur et le taux réel d'intérêt, bien sûr. Selon Bloomberg, par exemple, la décision de la Banque centrale d'Égypte de maintenir les taux directeurs en fait de l'Égypte l'un des pays qui offre des taux réels les plus élevés au monde. Et cela, en même temps, on trouve que d'après les analyses de Bloomberg, le taux d'intérêt réel en Égypte est le plus élevé parmi plus de 50 économies mondiales. Donc, encore une fois, les explications pour ces deux notes affichées par Bloomberg. Alors, en fait, disons, le taux d'intérêt réel en Égypte ont augmenté parce que pendant les réformes monétaires, donc c'est vrai, on se rappelle, l'inflation avait grimpé à atteint même 33%, les taux d'intérêt avaient atteint 20%, et puis quand il y a eu une stabilisation, l'inflation a baissé. On a continué de soutenir, on va dire, la livre égyptienne avec des taux d'intérêt élevés, et c'est ce qui a créé aujourd'hui le taux d'intérêt réel élevé. Idéalement, dans une économie, les taux d'intérêt, on va dire, doivent être plutôt proches de l'inflation. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt, ça rémunère des investisseurs. Après, les investisseurs qui viennent mettre leur argent dans les bons trésors égyptiens, c'est bien parce qu'ils apportent des devises, mais en même temps, c'est pas un investissement durable. On cherche à avoir aussi des investisseurs qui vont pouvoir vraiment investir sur le long terme, c'est-à-dire créer des usines, créer des emplois à long terme, etc.
Et ces investisseurs, en fait, vont plutôt emprunter de l'argent pour construire et pour investir. Donc, plus le taux d'intérêt réel est élevé, plus le coût de crédit ou le coût d'emprunt pour ces investisseurs sera plus élevé. Donc, c'est valable pour les investisseurs étrangers et les investisseurs locaux, les investisseurs égyptiens. Et c'est pour ça que les pays, on va dire, les pays européens aux États-Unis, pour soutenir l'économie, ils vont avoir tendance à baisser le taux d'intérêt pour que le coût d'emprunt soit plus faible et inciter des investisseurs à emprunter pour investir et créer des emplois. Donc, c'est la stratégie, c'est la tendance du gouvernement. Donc, à travers de telles mesures, donc, à travers de telles mesures, on essaye de briser ce cycle de récession ou de stagnation que traversent même les économies ou les diverses économies mondiales, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. J'aimerais bien sûr... Donc là, l'Égypte a de la chance ou a cette résilience qui permet quand même de croître, parce que c'est un pays jeune, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de choses à faire. Donc le taux de croissance est positif, malgré les taux d'intérêt élevés. Et plus les taux d'intérêt vont baisser, et plus, on va dire, l'économie sera soutenue par encore plus d'investissements. Voilà, et c'est la tendance, et c'est la stratégie du gouvernement depuis quelques années maintenant. Oui. J'aimerais bien sûr vous poser cette question. Qu'est-ce qui a fait la différence entre nous, je parle de l'économie égyptienne, et les autres économies, que ce soit au niveau mondial ou régional? Et justement, je pose cette question parce qu'au cours du mois de mars, le chef du gouvernement égyptien, M. Moustapha Madbouli, s'est dit fier de la performance de ses collègues au sein du gouvernement, ce qui a contribué à réaliser des taux positifs à la réduction des taux de chômage et d'inflation, alors que le monde passe par la période la plus critique et connaît des défis sans précédent. Donc, d'après votre analyse, quelle est la différence? Pourquoi l'Égypte a continué à avoir des taux de croissance positifs, c'est ça? Premièrement, c'était déjà la tendance avant la crise. L'Égypte, avant la crise, avait un taux de croissance de 6%, c'est plus élevé que la majorité des pays. Donc cette tendance a continué de se confirmer pendant la crise. Il y a le fait d'avoir effectué toutes ces réformes monétaires qui ont permis de donner plus de force à l'économie et plus de moyens au gouvernement. Si la crise était arrivée avant les réformes monétaires, le gouvernement aurait eu moins de moyens pour soutenir l'économie et n'aurait pas implémenté toutes les mesures protectrices, que ce soit pour les industriels ou pour les travailleurs, par exemple, temporaires, ou pour toute cette population, n'aurait pas eu les moyens tout simplement. Donc c'est grâce aussi aux réformes. Après, l'Égypte a un potentiel économique très très fort et il va continuer à se développer. Il y a des réserves de croissance gigantesques qui ont besoin encore d'être exploitées dans les 10 prochaines années. C'est un pays jeune qui a cette jeunesse est quand même bien éduquée. Et ça facilite, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont contents de se retrouver en Égypte et c'est rare en fait les investisseurs qui ont eu de mauvaises fortunes en Égypte. Après il y a des choses qui vont soutenir encore plus les investissements comme une réforme, on va dire, administrative. Oui, et si en ce qui concerne la réforme administrative, la transition vers la transition numérique ou la transformation numérique, c'est un processus qui se déroule actuellement en Égypte. Les préparatifs pour l'inauguration de la nouvelle capitale administrative et en même temps la crise de déblocage